Ok. Il y a une école en plus, vous entendez? Ouais. Ok. Je suis tachycarde. Est-ce que tu peux faire un clap? Ça va me lancer. Merci. Vous voulez là? C'est bon. Enquête préliminaire, procès verbal de synthèse. Préambule. Le 23 février 2001, au bureau de notre brigade, se présente... Ça va être compliqué. Au pire, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Première ligne, ça va être compliqué. Ok. Je recommence. Eve a 3 ans et demi. Ta rêve est pas belle. T'es dans cette pièce où je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre sous ce regard. Je suis pas la tomate. Venir trop près de moi. Non, je sais plus très bien qui t'es sous cet œil tout. Je sais que le loup n'est plus dans la forêt. Marie, réinventer l'enfance, première. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte dans lequel tu as vécu enfant? Alors, j'ai été élevée dans une éducation qu'on dit aujourd'hui à la dure, mais c'est une éducation violente. Des gifles, des insultes, des cris, beaucoup de cris dans le quotidien. Moi, j'ai grandi sans pouvoir parler de sexualité, sans pouvoir parler de relations de couple, sans pouvoir parler d'émotions, comprendre ses émotions, dire ce qu'on ressent. Mon père était alcoolique, il y avait beaucoup de drogue chez moi, il y avait du deal, il y avait beaucoup de violences psychologiques, beaucoup de manipulation. Il y avait une forme de haine un peu envers la femme, donc il y avait beaucoup d'humiliation. Ça passait par des coups dans les parties intimes, des insultes comme salope, comme pute, alors que j'avais 7 ans, 8 ans. Mon père m'a fait subir de l'inceste de mes 5 ans à mes 17 ans. Ça commence par des attouchements, notamment dans le bain quand je suis petite. C'était beaucoup de disputes, faire son sac, aller dormir chez mamie, revenir à la maison, déménager, retourner chez mamie. J'ai grandi avec des parents qui s'engueulaient tout le temps. J'étais témoin de tout et puis c'est limite si on attendait que je sois là pour pouvoir avoir ces excès de colère. Il se balade nu, il prend des douches avec moi, c'est des mains dans la culotte, ce genre d'attitude qui n'a pas sa place dans une relation père-enfant. À 10 ans, on ne sait pas ce que c'est, je sais pas moi, la virginité et du coup comment ça se passe la première fois, ce genre de choses. Et j'ai juste eu le droit à attention, ça va faire mal. Ils ont déménagé dans une maison qui était au beau milieu de la forêt, très isolée. Il fallait pas faire un bruit. Du coup, on restait au sous-sol tout le temps. Moi, j'ai plus été spectatrice, en tout cas, des violences. J'ai aussi subi certaines violences, notamment de menaces. Elle était intrusive dans ton intime aussi. Toujours. Les premiers souvenirs de mon enfance que j'ai, c'est ma mère qui se fait taper sur la figure. C'est moi qui essaye de défendre ma mère. C'est moi qui me fais taper aussi sur la figure. À chaque fois, on me disait il me disait souvent que j'étais un enfant raté. Mes premiers souvenirs de petite enfance, c'est des souvenirs de violence. On m'a balancé contre un mur un matin alors que j'étais venue pour réveiller mes parents. Donc ça a commencé dès toute petite. Et ça s'est arrêté à 17 ans, quand j'ai décidé de quitter la maison.
Ruchonne, c'est quoi la chanson? C'est un éléphant? Ouais. Dis. Un éléphant qui se balançait sur une toile, et tout à coup, deux éléphants qui se balançaient. Vous n'êtes pas tout à fait contre le fait de les battre à certains moments Écoutez, des parents qui se maintiennent comme ça, parce qu'ils ont besoin de battre leur enfant, ça faut croire que l'enfant il a besoin d'être battu, on n'en sait rien. C'est de la vie en commun de gens qui se supportent plus ou moins mal, qui ont des tensions qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Bon, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous pensez représenter pour eux? L'autorité, certainement car les enfants en ont besoin. Et la sécurité, le bien-être, je pense que c'est moins utile. En France, on est un des seuls pays où il y a une forte emprise de la psychanalyse. Et la psychanalyse, elle voit les enfants par un seul prisme. C'est le prisme d'un enfant qu'il faudrait vraiment contrôler, modeler, un enfant qui est pris de pulsions. On parle souvent des pulsions de Freud, etc. Et ça a beaucoup participé à la construction de la pensée générale sur l'enfant et à sa place dans la société. Toutes les violences sexuelles, les violences physiques et les violences psychologiques, c'est un système qui fait partie de l'éducation et qui paraissait, c'était la norme en fait. C'est quelque chose qui a été véhiculé depuis des siècles et des siècles. En fait, c'est toute notre histoire. L'homme est maltraité, maltraite ses enfants depuis une éternité. La vision de l'enfant traditionnelle était très souvent très négative. L'enfant était considéré, moi on me le disait, hein, que c'était un tyran, c'était quelqu'un qui faisait exprès d'embêter les adultes. Autant les violences faites aux enfants que les violences faites aux femmes, elles ont lieu dans la sphère du privé. Donc avec des proches, souvent dans la famille, c'est là où est le danger. Et ça c'est difficile de le comprendre, et pourtant, c'est la vérité. Mais parce que l'enfant est vu dans l'intention collective comme un objet d'éducation. Donc on ne parlera de l'enfance que sous un angle éducatif. Parce qu'on a vraiment cette idée que l'enfant, il appartient à une sphère familiale et à ses parents, et en dehors de ça, il n'existe pas. Donc forcément, tous les abus sont possibles. Il y a des chiffres qui sont terribles. Nous, on les connaît, et en fait, on remarque que beaucoup de monde ne les connaissent pas. 80% des violences sexuelles en France ont lieu ou commence avant 18 ans. C'est un chiffre qui est important, parce qu'on parle beaucoup de violences sexuelles en ce moment, mais faites aux femmes, alors que la plupart des femmes, ces violences sexuelles, elles commencent dans l'adolescence ou dans l'enfance. Et il y a énormément d'enfants aussi qui sont victimes de ces violences, et ils sont oubliés. L'adultisme, qui est la domination des adultes sur les enfants, c'est le système qui permet en fait que les violences aient lieu, mais aussi qu'elles perdurent, malgré tout. Alors quand on parle d'adultisme, on va parler de rapport de domination qui s'établit sur la base de l'âge, pas n'importe quel rapport de domination des adultes envers les personnes mineures, qu'on peut appeler les enfants ou les adolescents. La plupart des gens veulent bien faire, on est des êtres humains pleins de bonnes intentions. Donc ça n'est pas malveillant, notre système. Les parents ne veulent pas mal faire. Mais on est aussi des êtres sociaux et on est finalement entouré d'un système à la fois qui nous dépasse et qu'on nourrit, donc c'est aussi le paradoxe, mais qui nous est en fait invisible. On n'arrête pas de dire en France qu'on est dans une culture de la domination, tu vois, au niveau des femmes, au niveau du patriarcal, mais ça commence avec l'enfance. Dans les combats féministes, souvent, on met vraiment de côté la cause des enfants. Alors que pour moi, les deux sont vraiment liés. En fait, la misogynie, elle prend sa source dans la domination adulte sur les enfants. Mais cette domination adulte, ce sont aussi des femmes qui l'exercent.
Et donc, on a toutes et tous notre responsabilité sur la façon dont on s'adresse aux enfants, la façon dont on les considère, qui va déterminer les adultes de demain, en fait. Comme tout rapport à la norme, effectivement, ce sont des choses qu'on appelle construites socialement. Donc, ce sont des choses qu'on apprend, dans lesquelles on est socialisé, qu'on vient à intérioriser, et puis, ironiquement, qu'on vient à se représenter comme étant naturel. Ce qui explique aussi le fait qu'on a tellement de mal à faire comprendre qu'il y a un enjeu au carrefour des questions de rapport adulte-enfant. Il y a un enjeu qui est difficile à voir parce que les gens vont se dire, mais il n'y a rien à questionner. C'est ainsi. Ce n'est pas un rapport de domination, c'est quelque chose de l'ordre d'un état de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, d'un côté, les gens qui maltraitent les enfants, les monstres, tu sais. Les gens, on ne sait pas trop qui ils sont. On le voit d'ailleurs dans les médias quand ils en parlent. Ils déshumanisent complètement les gens qui font du mal aux enfants. Ça peut se comprendre, c'est humain. Mais du coup, on ne comprend pas qu'en fait, on fait partie de ça. On est en fait le terreau qui nourrit ça. Et on est tous en fait dans cette matrice-là. En France, les enfants sont plus ou moins tous dominés, violentés, à différents égards, dans différents lieux aussi. Mais ils sont tous plus ou moins concernés, tu vois. Et quand la norme, elle est à la violence, tu fais comment, du coup, pour faire de la protection de l'enfance? Bah, tu peux plus. Les enfants, parfois, sont plus vulnérables que d'autres parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils sont en situation de handicap. Et que, par exemple, les enfants en situation de handicap ont 3 à 4 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne va pas parler parce que déjà que la société ne voit pas les enfants, alors elle voit encore moins les enfants qui ont des vulnérabilités spécifiques. La désenfantisation est c'est plus qu'un concept, c'est quelque chose, à l'échelle d'une petite fille noire, c'est quelque chose que tu as vécu en fait. Ce moment où vous comprenez, où vous êtes une enfant et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que les gens autour ne vous considèrent pas comme tel et ne vous parlent pas, ne vous abordent pas comme tel. Et vous mettez un peu de temps à comprendre que ça a aussi à voir avec votre couleur de peau. Parce que vous voyez bien que vos copines blanches, en fait, elles n'ont pas du tout affaire aux mecs dégueulasses dans la rue, par exemple, qui vous disent des choses quand vous passez dans la rue avec votre cartable, en fait, sur le dos. Il faut se rendre compte de ce que c'est. On est perçu comme moins fragile, ayant besoin de moins de protection et plus porté sur les questions sexuelles, en fait. C'est hérité de l'histoire et de la manière dont les corps noirs sont perçus. Mais ça vient, ça a des ramifications jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où on se parle. On ne traite pas nos jeunes personnes racisées de la même façon qu'on traite nos jeunes personnes blanches dans nos sociétés. Alors, ce qui est en jeu, oui, c'est de l'ordre du rapport de domination, mais c'est aussi du rapport racial. Donc, par exemple, le fait de concevoir, de voir toute tentative de résister à l'adulte ou de résister aux forces de l'ordre comme étant nécessairement une menace beaucoup plus grande quand ça vient de jeunes adolescents noirs ou racisés que lorsque ça vient de personnes blanches. On le voit malheureusement constamment en France avec des drames comme il y a eu avec Naël, pas plus tard que l'année dernière. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Ève? On va filmer la manif pour les droits des enfants. Le jour 1 du tournage de Réinventer l'enfance.
23 février 2001, cette personne désire porter plainte contre le grand-père de l'enfant pour attouchement sexuel et attentat à la pudeur dont sa fille aurait été victime. Exposé des faits. Le mercredi 21 février 2001, dans la soirée, au cours du repas, la jeune Ève questionne l'amie de sa mère sur la différence entre les garçons et les filles. Au cours de la discussion, l'enfant dit à ses parents qu'elle sait que les garçons ont une zézette et que celle du papy est grosse. Les adultes, subjugués par cette réflexion, interrogent Ève, qui leur explique que le grand-père se masturbait devant elle et qu'il l'embrassait sur les joues, la bouche et sur les cuisses et qu'il se livrait à des attouchements sur son corps. Il y avait une punition qu'il appelait jambes en l'air. Il nous mettait en fait en poirier sur le sol et sur le mur, pour un tout et pour un rien. Ça pouvait être, je sais pas, pour un truc mal rangé ou quelque chose qui l'énervait. C'était allez, hop, jambes en l'air. Et le premier qui tombait, il se faisait rouer de coups. Et après ça, en fait, tu devais reprendre. Tu devais reprendre, tu devais reprendre, tu devais reprendre. Mon père puis sa femme s'amusaient à nous faire croire qu'il y avait des démons dans la maison. Puis ça peut pas être anodin, mais quand t'as un enfant puis la personne en qui t'as confiance te dit qu'il y a des démons puis des fantômes qui vont venir te posséder ou te faire du mal, puis qu'il y a personne pour te réconforter. Quand t'es enfant, ça devient vite le calvaire, quoi. Alors des marques de coups, il y en a eu très peu. Et quand il y en a eu, je l'ai dit pourquoi c'était. Et on m'a jamais posé la question de toute façon, outre mesure. Et puis c'était comme ça en fait. Je pense que ça arrange plein de gens de fermer les yeux et de dire ok, bon, c'est que des enfants après tout. Les droits des enfants, je trouve que c'est une lutte qui n'est pas vraiment prise au sérieux, pas vraiment considérée dans la société. Et donc finalement, parler des droits des enfants, c'est un peu oui, c'est bon. Enfin, ça va quoi, les enfants, ça va, ils vont bien. J'ai l'exemple d'un petit garçon dans ma classe, en CE1, qui se plaignait de violences, de différents styles, mais des violences physiques un peu humiliantes. Et donc j'ai convoqué ses parents, je les ai reçus, je leur ai dit que voilà, leur garçon m'avait parlé de ci, de ça. Et c'est le père qui m'a dit qu'il ne voulait pas que son fils tourne mal, et que lui, il avait reçu des gifles de sa mère toute son enfance, et que grâce à elle, il était devenu ce qu'il était devenu. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement long à déconstruire tout ça. Cette croyance que les violences font de nous des bonnes personnes. C'est tellement dur. Une manière intéressante de voir ça, c'est par le prisme de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc, les violences éducatives ordinaires, c'est ce qu'on se représente à un moment donné comme étant les à-côté qui vont de soi de l'éducation. Donc, le fait de forcer les enfants à faire quelque chose, les mettre à l'écart, de dire non, tu vas réfléchir, tu restes dans le coin. C'est quand même l'exercice d'une violence, d'empêcher le mouvement de quelqu'un. Donc, c'est quand même l'imposition de quelque chose sur un corps. Mais pourtant, en ce moment, on considère que c'est quand même adéquat de procéder comme ça pour punir. Les violences dites éducatives ordinaires, alors c'est un terme qui n'est pas forcément facile à comprendre parce qu'en fait, il a plein d'axes différents. Déjà, il y a les violences physiques, les violences psychologiques et les violences affectives. Dans les violences physiques, ça va être le plus simple à comprendre, c'est la gifle, la fessée, pincée, tirée par le bras, tirée par les oreilles, tout ce qu'on peut connaître et pour lequel c'est assez simple d'identifier qu'il y a une forme de violence. Dans les violences affectives, il y a tout ce qui va être le chantage affectif, par exemple, il y a tout ce qui va être la négligence affective. Et puis dans les violences psychologiques, il y a tout ce qui vient impacter l'enfant dans sa confiance en lui, dans sa gestion des émotions, dans ce qu'il peut comprendre. C'est toujours ce sujet de quel niveau de maturité en fait il a. Et ce qui est difficile avec les violences éducatives, c'est qu'elles sont très reliées à la répétition et à l'intensité. Maintenant, on a beaucoup bougé là-dessus. Il y a beaucoup de pays qui ont interdit la fessée. De dire non, la fessée, maintenant, ça relève de quelque chose qui n'est plus considéré comme acceptable dans le prisme des violences éducatives ordinaires. Ça sort de ce qui est considéré comme acceptable. Et donc, on peut se représenter les violences éducatives ordinaires un peu comme un iceberg. Il y a ce qui sort et il y a ce qui n'est pas perçu comme étant de la violence. Il y a des avancées. Après, globalement, on est en retard un petit peu sur tout.
Je rappelle que la France, elle a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant en 89. C'est-à-dire que là où on a officiellement et de manière irrémédiable, en tout cas pour le moment je l'espère, acté que les enfants avaient des droits fondamentaux et que bien qu'ils soient mineurs, leurs droits restent des droits majeurs, voilà, ça a mis énormément de temps. La loi qui interdit les châtiments corporels ou tout autre châtiment, qu'il soit psychologique, physique, a été votée qu'en 2019. C'est comme si en 2019, uniquement en 2019, nous avions inscrit dans le marbre de la loi qu'un mari n'avait plus le droit de taper sa femme. Alors sur les violences éducatives, ce qu'on constate, c'est notre dernier baromètre de la Fondation pour l'enfance, c'est qu'il y a 8 Français sur 10 qui disent connaître, qui pensent connaître ce que sont les violences éducatives. Pour autant, notre baromètre, il relève que les violences se perpétuent toujours à la même hauteur, toujours autant, voire certaines pratiques sont en hausse, notamment les violences psychologiques. C'est vraiment un constat qui est accablant. Enfin, quand on a lu les chiffres, ça nous inquiète beaucoup, parce que ça montre qu'il y a cette meilleure connaissance, mais qu'à côté de ça, les pratiques ne changent pas. Donc, on a plusieurs explications à ça. On dit aux parents, vous ne pouvez pas éduquer avec des violences, mais on ne leur dit pas ce qu'on entend par ces violences, ni comment faire autrement, surtout. On ne vient pas les aider. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on constate qu'il y a aussi une montée un petit peu de l'autoritarisme en France. Il y a un retour de ces notions et il y a quand même 6 Français sur 10 qui disent que cette loi, c'est quelque chose qui vient s'immiscer dans l'intime, qui vient s'immiscer dans le foyer familial et que c'est pas à la loi de venir dire ce qu'on doit faire avec son enfant. Le 7-9-30. 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est psychologue pour enfants et adolescents et docteur en psychopathologie. Et bonjour Caroline Goldman. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. On ne parle que de vous, c'est bien simple, depuis quelques semaines. Je veux dire, en dehors de la réforme des retraites. Avec votre podcast qui cartonne, mais surtout depuis une interview dans Le Monde, le 15 février dernier, où vous avez critiqué l'éducation dite positive des enfants et réclamé plus de fermeté. Caroline Goldman, je pense qu'elle nous aidera parce qu'en fait, elle dévoile la culture de la punition d'une façon qui n'a pas été faite avant en France. Parce que c'est pas n'importe qui, Caroline Goldman, c'est une personne qui sort de nos universités avec un doctorat en psychologie. Ça montre encore une fois que le problème, il est social. Parce qu'à quel moment, en fait, tu sors des universités françaises avec des discours pareils? Comme tu ne m'as pas obéi, je vais te punir, donc viens avec moi, je prends l'enfant, je l'emmène derrière la porte de sa chambre ou toute autre pièce sécurisée accessible. 3 fois, vous punirez votre enfant pour chaque transgression commise, ou râler à table, couper la parole aux parents. 3 fois au prorata du temps qu'on passe avec nos enfants, c'est absolument ridicule. Les parents ne doivent jamais perdre leur stoïcisme, ils doivent se comporter comme des girafes, très élevées, très hautes, stoïques, face à des petits moucherons excités ou des petites fourmis rouges qui, encore une fois, font leur travail d'enfant et vont voir jusqu'où s'étend leur pouvoir. Le fléau, il n'est pas individuel, parce que si elle s'est permise de dire ça, c'est qu'elle sait qu'elle peut le faire. Elle est une illustration, mais vivante, de la domination adulte, quoi. Et donc c'est terrible pour les enfants, mais c'est aussi, je pense, aidant pour justement pointer cette domination adulte. Ne jamais se désavouer devant l'enfant, mais de réorienter l'axe d'action répressive par ces mots. Écoute ta mère et va dans ta chambre. Ou écoute ton père et va dans ta chambre. Ça met tout le monde d'accord. Ça a à voir avec la méthode. C'est tout. Ça bouge pas parce que nous, on a reçu cette éducation. On a tous reçu cette éducation. Violente, non respectueuse de nos choix, de notre avis, de notre personne. C'est très dur de ne pas reproduire ce qu'on a vécu soi-même. Et en plus, on le reproduit de manière hyper inconsciente. Moi, je me suis retrouvée à être presque maltraitante avec mes élèves parfois. Et c'est en me regardant, je me dis « Wow, je ne peux pas leur parler comme ça. Je ne peux pas les bouger comme ça. Je ne peux pas me servir de leur corps là, pour les placer. » La violence, c'est soi déjà. Hein. C'est soi, comment on l'exerce, comment on en profite sur des individus qui ne se défendent pas, sur les enfants. Donc déjà, se remettre en question, nous, en tant qu'adultes, pour ne pas reproduire les violences qu'on a subies. Ça, c'est un gros boulot. Il y a une forme de continuum dans les violences. On parle parfois de façon séparée de l'inceste, des violences sexuelles extrafamiliales, de la maltraitance lourde, etc. En fait, tout ça, c'est une même logique. Il y a toutes ces violences éducatives qui créent un contexte et qui forment un continuum sur des violences beaucoup plus graves. On le constate souvent, quand il y a des violences plus graves qui sont avérées,
il y a toujours un contexte de violence à la maison, d'emprise. Donc il faut vraiment le penser de façon globale. Les violences faites aux enfants, c'est vraiment un continuum. Quand on est violent avec les enfants, que ce soit des violences verbales, psychologiques ou physiques, ça abîme très profondément le cerveau. Et ça entraîne des troubles du comportement, psychologiques et physiques aussi. Donc c'est très très négatif pour toute la société. C'est de ça dont il faudrait prendre conscience. C'est-à-dire que la façon dont on traite un enfant, ça a des répercussions sur la façon d'être des adultes. C'est un impact de santé publique parce que les violences, c'est un impact sur le court terme, on en parle, c'est un impact sur le moyen et sur le long terme. C'est des risques de dépression, c'est des risques d'obésité, c'est des risques cardiovasculaires, c'est vraiment des risques qui sont multiples, qu'on n'identifie pas toujours comme venant de ces souffrances-là, mais c'est vraiment sur le long terme. Donc on a un quart des gens qui souffrent potentiellement de maux issus de maltraitance ou de violence durant leur enfance. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences que cette enfance a eues dans ta vie, dans ta construction identitaire? Il y en a plein. La dissociation, la dépersonnalisation, le sentiment de ne pas être humaine. Beaucoup de tocs et puis même des tics au niveau du visage, au niveau des mains, je faisais toujours comme ça. J'ai 22 ans, je ne mange pas de yaourt. Pourquoi? Parce que mon père, il m'a tellement frappé que j'ai vomi les yaourts. J'ai 22 ans, je ne peux toujours plus manger de yaourt. Quand j'ai eu environ 12-13 ans, j'ai développé une phobie de vomir. J'ai eu pas mal de problèmes de santé aussi. À partir de 13 ans, j'ai eu des gros problèmes à l'estomac. J'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et ensuite des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse. Tout m'angoissait. Je me posais des questions, je pense qu'on ne devrait pas avoir à se poser à cet âge-là. Les troubles du comportement alimentaire. J'ai souvent ce sentiment-là de vouloir me remplir, donc je fais de l'hyperphagie où je rentre tard le soir chez moi et je mange énormément. Les insomnies, les terreurs nocturnes. J'ai fait beaucoup de cauchemars où je me réveillais en hurlant la nuit, c'était compliqué. J'étais par ailleurs avec des conduites addictives très fortes, que ce soit alcool, shit. La dépression, l'isolement. Je me suis jamais sentie en confiance et ça m'a amenée jusqu'à être adulte et avoir des phases de dépression très très intenses qui ont failli me coûter la vie. Je me haïssais et je commençais déjà à me faire du mal physiquement. J'étais dans une soumission totale parce que j'étais dans la demande d'affection à cause de ce que je n'avais pas eu. C'était beaucoup de soumission-domination. Pour moi, c'était comme ça qu'on aimait. On ne pouvait pas m'aimer autrement. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Maëlan. Mon métier, c'est de faire des chansons, écrire des chansons. Et dans mes chansons, je peux exprimer mes émotions. Sauf qu'un jour, et ben là, c'était trop bizarre. Parce que je me suis mise à mon piano. Et c'est comme s'il y avait une chanson qui s'était écrite toute seule. Dans cette chanson, je disais que je me sentais pas en sécurité avec quelqu'un, que je me sentais comme prisonnière avec quelqu'un, que je me sentais comme piégée. Et en fait, un jour, j'ai reconnu cette émotion. Si, cette émotion, c'était la mienne. En fait, je me suis rappelé que j'avais eu peur dans la maison de mes grands-parents quand j'avais environ 7 ans. Parce que mon grand-père s'était mis à devenir un petit peu bizarre. Il s'était comporté comme un loup. Et moi, à partir de ce moment-là, je me sentais plus en sécurité avec mon grand-père. Cette chanson, elle s'appelle Le Loup et je vais vous la chanter. Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce où je me cache. Je suis prise au piège, surtout, je suis prise au piège, surtout quand je me lave.
suis pas libre sous vous, je ne suis pas libre sous ce regard. Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours ça me cache. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ouais. Toi, quelque chose? Tu l'as ressenti un petit peu? Ouais. Ouais, toi? Ouais, de la tristesse, c'est vrai. Un peu perdu. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans cette chanson, il y a de l'incompréhension. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Toi, tu sais? Exactement. L'incompréhension, c'est quand on ne comprend pas. Donc, toi, c'est hyper bien ce que tu as dit parce que c'est vraiment ça. Dans cette chanson, je ne comprends pas. Je dis, bah, fallait pas venir trop près de moi. Maintenant, je sais plus très bien qui tu es. Sous cet œil doux, je le vois, le loup. Donc, dans cette chanson, je parle à mon grand-père. Je lui dis que je ne comprends pas, que je ne le reconnais pas, que je trouve qu'il se comporte comme un loup parce que, quand j'avais environ 7 ans, il m'a agressé le corps, il a touché mes parties intimes. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis sentie très mal, j'étais complètement perdue. Mon grand-père n'avait pas du tout le droit de toucher mes parties intimes. Et donc, c'était normal, j'avais raison de très mal me sentir. Mais moi, je ne le savais pas, parce que personne n'était venu me dire ça. Alors, pendant longtemps, je suis restée à me sentir très mal. Ça laisse une marque dans la tête, très longtemps. Et une marque qui fait qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent mal, que ça nous empêche de grandir tranquillement. Et cette peur-là, cette marque, ça s'appelle un traumatisme. Vous connaissez ce mot? Oui. Voilà. Tu connaissais? Donc, les traumatismes, ça nous empêche de bien nous sentir. On reste coincé avec quelque chose dans la tête, on y pense tout le temps. C'est très dur de s'en débarrasser de cette marque. Les psychotraumatismes, en fait, c'est toutes les situations où notre système, qui fonctionne normalement d'ailleurs très bien, d'autodéfense, est réduit à l'impuissance parce que la situation est ou complètement folle, insensée, ou parce qu'on est soumis à une violence évidemment qui nous dépasse, contre laquelle on ne peut rien faire. Et il va se mettre en place tout un tas de mécanismes neurologiques de protection pour nous permettre de survivre. Déjà aussi physiologiquement, parce qu'il va y avoir des effets sur le corps qui va moins résister, pour être moins blessé. Et puis sur l'esprit, qui va se sauvegarder par différents mécanismes, dont le plus connu aujourd'hui, c'est la dissociation. C'est-à-dire qu'on va être coupé de nos émotions, on va parfois être dans cette approche de l'inconscience, mais en tout cas, ça va nous permettre de, entre guillemets, passer à travers l'événement, c'est être complètement terrassé par l'atrocité de cet événement. La dissociation va avoir produit la constitution d'une mémoire traumatique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'événement, vous ne pouvez pas le traiter comme vous le feriez normalement avec votre esprit, votre connaissance de la vie, votre connaissance du monde, vous ne pouvez rien en faire et ça va rester là. Cette mémoire traumatique, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se réactiver chaque fois que l'enfant sera de nouveau exposé, ou la personne sera de nouveau exposée à en fait, n'importe quel aspect de l'événement traumatique. Et en réactivant la mémoire traumatique, ce qui va se passer, ce n'est pas nécessairement qu'il va se souvenir, il va revivre. Les bons policiers disent « redire, c'est revivre, c'est refaire ». S'il n'y a pas la possibilité d'échapper au contexte stressant, ce qu'on appelle les conduites d'évitement, c'est se mettre à l'abri, mais quand ça se passe dans la famille, on se met à l'abri. Comment? Dans ce cas-là, on va avoir recourir à ce que Muriel Samonet a appelé les conduites dissociantes, c'est-à-dire on va encore faire monter le stress.
Et donc ça, c'est quand on ne vient pas en secours immédiatement à la personne pour permettre à cette mémoire traumatique de ne pas s'enquister, on pourrait dire, mais pour qu'elle puisse s'intégrer dans la mémoire autobiographique, c'est-à-dire être racontable. Sans guérison, les traumatismes engendrent l'explosivité, le déni, dont la violence n'a rien à envier à la force brute. La paranoïa et la dissociation nous éloignent de nos émotions, donc de notre boussole interne et de l'empathie envers les autres. Car nous, absentes à nous-mêmes, nous devons guérir. Si tu es tellement dissocié que tu appuies et justifies tes conduites sur des concepts et non tes émotions, si on t'a tellement abusé que tu ne reconnais plus les limites ou que tu te défonces à la morphine que sécrète ton corps dans les situations de danger et d'abus, si tu hurles à la mort quand on dépasse tes limites mais que tu ne prétends ne pas avoir à les poser, si tu as tellement morflé que tu confonds la sécurité avec l'insécurité et que tu te fais violence, si tu dénies tellement avoir été incesté que tu ne vois pas que tu es avec un incesteur et tes enfants aussi, si tu es tellement enragé à cause de ce qui t'a été infligé ou parce qu'on t'a pas appris à être triste et que la violence remplace l'expression de la colère ou la demande de consolation chez toi, si toute nuance émotionnelle t'échappe et que tu reproches aux autres l'emballement traumatique de tes ressentis jusqu'à les punir, les humilier, les exclure ou les harceler, si ton esprit traumatisé résonne en absolu, en tout ou rien, car quand on se croit toujours en danger, tout est poussé à son paroxysme. Si tu es conceptuellement contre la prison, mais que tu n'hésiterais pas à filer perpète ou à pendre quiconque ressemble à ton agresseur ou agresseuse. Nous disons, nous aussi, et nous voulons guérir. Nous voulons guérir nos relations aux autres et à nous-mêmes pour nous lier autrement que dans la domination. Plutôt que de me dire tiens j'ai été victime et en fait ça m'a fait souffrir ce que j'ai vécu ou ça m'a traumatisé, en tout cas mon inconscient a plutôt trouvé un autre procédé qui était de me dire attention tu es peut-être un agresseur. Et donc voilà, il fallait juste distinguer finalement de manière très claire les fantasmes qui sont des fantasmes qui sont en fait connectés au désir et les fantasmes qui sont au contraire là plus pour réparer, répondre à des traumas, répondre à des angoisses en tout cas, et qui n'ont aucune vocation à être réalisées, qui sont en fait des terreurs qu'on peut avoir de soi-même, encore une fois quand on a vécu des abus, de devenir un agresseur ou une agresseuse, alors qu'en fait, en réalité, il n'y a en effet pas de passage à l'acte, et d'ailleurs, ce sont plus des garde-fous. J'ai eu très peur, je me suis fait hyper peur, je me voyais comme un monstre. J'ai été la babysitter de énormément d'enfants et je me souviens mon psy un jour a dédié toute une séance sur pourquoi est-ce que je gardais des enfants et j'ai compris longtemps après que en fait je préférais qu'ils soient gardés par moi plutôt que par quelqu'un d'autre, mais ça n'empêche que longtemps je me suis fait peur parce qu'en fait j'étais à côté de ces enfants-là et que ça me traversait l'esprit quoi. Je me disais en fait là tu pourrais toi aussi leur faire ce que tu as subi. On ne mesure pas toujours à quel point on a pu, nous, être marqués par cette culture du viol, cette culture de l'inceste, qu'elle nous ait, qu'on l'ait vécu de plein fouet ou pas, ou de manière détournée, ou juste qu'on l'ait senti. Et à quel point, en fait, voilà, du coup, tout cet imaginaire et tout ce besoin, ce défouloir, entre guillemets, vient aussi répondre à une angoisse ontologique très forte, quoi. Quand tu avais 5 ans, j'ai pris ton corps. Tu ne me l'as pas donné. J'ai contaminé ta douceur. J'ai arraché les portes dorées qui protégeaient ton jardin. J'ai trahi ta confiance. J'ai corrompu ta sexualité et les mécanismes de ton désir. La perversion et l'excitation seront toujours liées pour toi. J'ai déposé ma souillure. J'ai laissé ma marque fétide. Je t'ai infecté. En t'envahissant et en submergeant ton corps, j'ai tué ton envie. Tu ne m'as pas donné, ne pouvais pas m'en donner la permission. Il n'y a pas eu consentement. J'ai surstimulé ton corps de petite fille de 5 ans et y ai planté les graines de l'intensité et du frisson. Et toi, plus tard, tu irais trop loin. Prendrais de l'héroïne, sauterais de pont. J'ai détruit ta notion de famille. Je t'ai forcé à trahir ta mère. Tu as vécu dans un état permanent de haine de toi et de culpabilité.
Je t'ai dépouillé de ton pouvoir sur ton corps. C'était ma projection, ma façon de satisfaire mes besoins. Tu avais 5 ans, j'en avais 52. Je t'ai exploité, j'ai abusé de toi. J'ai pris ton corps. Il n'était plus à toi. Je t'ai rendue passive. Tu l'as offert compulsivement à qui le voulait, car je t'avais enseigné que c'était ton devoir. Une fois égaré et coupé de tes sensations, tu n'as plus été en mesure de te protéger. J'ai compromis ta sécurité et ta capacité à te défendre. J'ai fait en sorte que le viol soit ce qui t'excite. J'ai éviscéré tes indispensables limites pour que tu ne saches jamais ce qui était à toi, quand dire non ou comment dire stop. J'ai déchiré les parois délicates de ton vagin et les rendu vulnérables à la maladie et à l'infection. Tu ne savais pas que c'était du sexe. J'ai pris ce dont j'avais besoin en me convainquant que tu en avais besoin aussi. J'ai exploité ton adoration. J'ai fait en sorte que tu te sentes comme une putain, que tu aies pour toujours le sentiment de n'être pas digne d'amour proprement dit. J'ai rendu pour toi toute intimité étouffante. J'ai laissé mon poison en toi. J'ai détruit ta mémoire en te donnant le désir de tout oublier. J'ai volé ton innocence. J'ai étouffé ta force vitale et t'ai fait croire que ta sexualité avait des effets néfastes. J'ai utilisé ton être et ton corps pour me servir. J'ai fait tout cela. Nous avons ensuite questionné sommairement la mineure sur ce qui se passait chez son papy. D'emblée, Ève nous est apparue comme une enfant enjouée et séductrice, d'un contact familier, sans aucune réserve. À titre d'exemple, elle s'est mise à nous caresser les cheveux et la barbe, puis à se frotter contre nous, pour finir par s'asseoir sur notre genou. Elle nous a dit que son papy lui monte sa quéquette et la secoue en disant « Oh, j'ai mal ». Il lui demande parfois de toucher son organe. En outre, son grand-père l'embrasse partout, sur les joues, dans la nuque, sur la bouche, sur les cuisses, les genoux, mais aussi sur les parties génitales et les fesses. Interrogée sur ses grands-parents, elle nous dit les aimer, ne pas avoir de problème avec eux et vouloir retourner leur rendre visite. Ève ne veut pas que son papy ait de problème. Elle nous demande simplement d'aller le voir afin qu'il cesse de l'embrasser et de la toucher partout. Ça peut paraître bénin aujourd'hui, mais j'avais un chien que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, qui me protégeait beaucoup. Et il me disait qu'ils allaient la tuer si jamais je parlais, si jamais je disais quelque chose. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, personne ne me croirait. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'est revenu longtemps, ce qu'ils m'ont beaucoup répété, c'est que d'une manière ou d'une autre, personne ne me croirait si je parlais. Premier attouchement où vraiment, ça a été, je te doite très clairement. Je te mets la main sur la bouche, je te demande de ne pas parler, je t'explique que c'est notre petit secret et que ça doit surtout bien rester entre nous. Ce qu'il disait souvent, c'était faut surtout pas le dire, tu te rends pas compte, mais j'ai pas le droit, mais je t'aime, mais j'ai pas le droit. Si ça se trouve, un jour, tu vas le raconter à quelqu'un et je vais aller en prison. Tu ne dois pas dire, c'est notre secret. Si tu en parles, j'irai en prison, donc c'est très grave, tu veux pas faire de mal à papa. En gros, je suis responsable, c'est-à-dire que l'inversion des responsabilités. Et puis en fait, t'en parles à personne, parce que à qui tu vas en parler, de toute façon, c'est trop bizarre. Donc ça t'isole, en fait. Je pense que les gens qui n'ont pas vécu, d'ailleurs, se rendent pas compte, mais à quel point c'est insidieux et à quel point c'est difficile de réaliser, surtout quand ça a commencé si jeune, et qu'en fait, c'est normal. C'est ça qui est dur, en fait. La plupart du temps, quand un enfant vit quelque chose de traumatique, après, il n'y a personne à qui le raconter. Il y a un psychanalyste de l'époque de Freud que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sándor Ferenczi. Il avait une formule, il disait « le pire, c'est le désaveu ». Déjà que le traumatisme en lui-même, en tant qu'expérience, isole, mais en plus, on va lui faire comprendre qu'il n'y a personne sur qui il peut compter. Si en plus ça dure longtemps, si pendant longtemps, on met un couvercle sur ce qui vous est arrivé et que l'entourage autour vraiment fait comme si il n'y avait rien. La vraie violence, peut-être, c'est celle-là. C'est peut-être la plus dévastatrice, en fait. Et c'est la responsabilité des entourages. Ça. Les entourages ont une responsabilité considérable dans ces questions.
Ça peut être une double peine, voire une triple, rien que de par le comportement des gens qui sont autour de vous à ce moment-là. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même un nombre considérable de personnes qui arrêtent l'aventure de la vie, en fait. Et il y a des gens qu'on perd pour toujours. C'était vraiment très présent, surtout quand c'est en famille. Oula, on va pas s'attirer des problèmes quand même avec la petite dernière, quoi. Et je crois que c'est ça qui a été le plus dur, de devoir bon, bah c'est comme ça en fait. On t'écoutera pas, donc tant pis, quoi. Et du coup, j'ai voulu parler, mais j'ai subi, et j'en veux à personne, hein, vraiment. Tout le monde réagit comme il peut dans ce genre de contexte, mais j'ai vraiment voulu parler et j'ai subi un lavage de cerveau. Tu sais, Cécile, elle vient d'avoir les jumeaux, c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin, en gros, c'est pas le moment de parler pour eux, quoi. Donc du coup, bah, j'ai vite compris que je serais pas écoutée. J'ai perdu ma force de vouloir en parler. J'ai essayé d'aller porter plainte. Donc ma mère m'a emmenée jusque devant le commissariat. Et en fait, jusqu'au commissariat, elle m'expliquait, mais tu sais, il faut que tu sois sûre ce que tu vas dire, et ça pourrait ruiner une vie, ça peut être très dangereux. Et à un moment, je me suis dit, à quoi bon, quoi. Puis je pensais que j'allais détruire sa vie, donc je me suis dit, bah, je me protège, j'y retourne plus, et voilà. Mais à 6 ans, tu te dis, bah, c'est le meilleur choix à faire. Si ta mère te dit, tu vas détruire une vie, t'as pas envie. Je voulais pas être la méchante dans l'histoire. Et puis, ce que j'ai entendu de la part de ma mère à propos des comportements de mon père, ça a été cette phrase bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ton père, c'est un papa poule, ton père, il t'aime trop. Elle m'a dit notamment, un père, on n'en a qu'un, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, faut pas que tu le laisses quand même, faut pas que tu l'abandonnes. Comme si j'avais un rôle à jouer là-dedans. Je veux voir ma mère. Bon, pareil, toute ma vie. Ma mère est dans la cuisine, machin, je lui explique, machin. Je ne vivais plus chez mes parents, hein, déjà à cette époque. Et puis, ma mère dit, ah, attends, tu connais la violence de ton père? Faut surtout pas en parler, etc. N'en parle pas, etc. Je lui en parlerai un peu plus tard. Nada, c'est-à-dire que la famille, on n'y touche pas, en fait. On ne touche pas au clan. Et moi, forcément, je venais toucher le clan. Et donc, ils ont reconnu les faits, mais la version qu'ils ont tenue en famille, ça a été de dire c'est un jeu. Et toute la famille a retenu ça. Toute la famille, même mes sœurs, etc. J'ai été éjecté de ma famille. Ils ont dit que j'avais déshonoré la famille. Ils ont aussi dit que je salissais la famille en ayant révélé des choses comme ça. L'honneur familial est plus important que la personne qui vit tous ces drames. Et ça ne devrait pas être normalisé. J'ai essayé par moments de chercher de l'aide auprès d'adultes, mais en réalité, j'ai jamais trouvé d'aide. Que ce soit des voisins auprès de qui j'ai essayé de me réfugier, des soirs où j'ai cru que j'allais mourir sous les coups. Je titubais là-bas, je m'enfuyais comme je pouvais. Et puis il m'ouvrait la porte, et en fait, c'est presque comme si c'était pas trop surpris. Puis il m'installait dans le canapé, puis il me servait quelque chose à boire, et puis il me disait, mais tu sais, ton père, il est comme ça, on sait comment il est. On va laisser les choses redescendre, et puis après... on n'avait plus qu'à faire 10 mètres et j'étais de retour chez moi, quoi. J'avais essayé un peu de tâter le terrain aussi avec le médecin de famille. En lui disant, je vis dans un climat qui n'est pas facile, c'est pour ça que j'ai des problèmes d'estomac, parce que je suis anxieuse. Et en fait, moi, j'ai été étiquetée comme l'enfant qui est stressé et anxieux. Et là, je me suis pris une douche et en fait, je me suis dit, mais ça ne sert plus à rien de parler à des adultes en réalité. Mon père a été vu en train d'organiser un jeu sexuel avec des adolescents. Et en fait, au sein de Massat, donc le petit village où j'ai grandi, là, le petit village qui était à 15 minutes de chez moi, les gens avaient entendu cette rumeur. Ils savaient que mon père était un pédophile. Ils n'ont rien fait. La police est venue, c'était pendant les vacances de Noël, c'était sa semaine de garde, donc il m'a roué de coups. J'ai appelé ma mère, j'étais enfermée dans ma chambre, j'avais une clé secrète. Et elle m'a dit, j'appelle la police, ils vont venir te chercher. Le temps que je rentre, elle était à 3 heures de route. Et la police est venue. Je suis descendue avec mon sac. Et j'étais excédée en furie. Et il a dit qu'il avait usé de son droit de correction parentale. Et ils m'ont laissée. Ils sont partis. En me disant que j'étais insolente et que
c'était mérité. Ça arrive que des adultes, que des grands nous agressent. Ça arrive, c'est possible. Ça arrive que ce soit quelqu'un qu'on connaît et quelqu'un qu'on aime, comme par exemple mon grand-père. Ça arrive. Pour vous expliquer tout ça, j'ai fait un livre qui s'appelle Le loup. C'est l'histoire de la petite Miette qui ne se sent pas en sécurité dans sa maison parce qu'elle y vit avec le loup. Miette habite dans une joyeuse maison avec sa famille. Seulement voilà, personne ne le sait, mais il y a le loup. Il est là, dans sa famille. C'est un homme, mais Miette trouve que c'est aussi un loup. Elle seule peut voir ses oreilles et sa queue, car elle n'existe pas en vrai. Mais Miette le sait, elle, car parfois, quand personne ne fait attention ou quand tout le monde dort, il change. Il rôde autour d'elle, comme un loup. Son œil devient perçant et discrètement, à pas de loup, il vient embêter Miette. Et même si Miette dit non, il agit comme une bête qui ne sait pas parler ni écouter. Alors Miette se dit qu'elle a besoin d'aide. Elle décide d'en parler à une grande personne. Une grande personne saura l'aider pour que le loup arrête de l'embêter. Elle lui raconte tout. Ouf, ça fait du bien. Malheureusement, la grande personne ne fait rien du tout. Peut-être qu'elle n'entend rien. Peut-être qu'elle ne croit pas Miette. Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire pour l'aider. Ou peut-être qu'elle aussi a peur du loup, comme Miette. Il faut trouver une autre grande personne. Il y en aura bien une qui n'a pas peur du loup. Miette pense à une grande personne de l'école. Elle l'aime bien et lui fait confiance. C'est très difficile pour Miette de parler, mais elle réussit à tout lui raconter. La grande personne l'écoute attentivement. Et quelle chance! Elle sait ce qu'il faut faire pour aider Miette et sa famille. Elle lui explique que le loup n'a pas le droit de faire ses caresses. Ça s'appelle l'inceste. C'est une agression et c'est interdit par la loi. La grande personne de l'école appelle des gens qui aident les enfants que les loups attaquent. Miette ne le savait pas, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Ces personnes ont l'habitude de protéger les enfants, alors elle est rassurée. Et voilà, balai patte le loup, c'est fini. Miette se sentira certainement perdue encore quelque temps, mais des adultes de confiance l'aideront à aller mieux. Ils lui apprendront aussi à ne plus avoir peur tout le temps et partout. Les loups, ça vit dans les forêts, pas dans les maisons. Voilà. L'école a tout à jouer dans la lutte contre les violences sexuelles qui sont faites aux enfants et dans la protection des enfants. Tout. Il y a 98% des enfants qui sont scolarisés dans le public ou dans le privé sous contrat. Quasiment la totalité des enfants sont à l'école tous les jours devant des profs payés par l'Éducation nationale. Parmi ces enfants, il y a les 165 000 qui subissent des violences sexuelles chaque année. Comment se fait-il que tous les profs ne soient pas formés à détecter les signaux, à recueillir la parole, à accompagner un enfant qui révèle des violences? Comment se fait-il qu'en 2024, on en soit encore là? Les profs ne savent même pas de quoi on parle. L'école devrait être l'institution qui protège les enfants des violences intrafamiliales. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. L'école, c'est aussi là pour apprendre aux enfants à grandir, à pouvoir connaître leurs droits, leur environnement, la découverte du corps. Tout ça, c'est à l'école qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle est importante. Parce que si ce n'est pas fait à la maison, et comme on sait que la majorité des violences ont lieu à la maison, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il faut absolument que les professionnels de l'enfance soient formés, qu'ils connaissent les neurosciences affectives et sociales, la théorie de l'attachement, qu'ils connaissent les compétences sociales et émotionnelles, qu'ils sachent détecter si un enfant a besoin de soins particuliers ou qu'un parent a besoin de soins particuliers. Donc il y a toute une formation à faire pour les professionnels et qui pour l'instant n'est pas faite. Quand il y a plein de violences, vous avez des enfants explosés qui peuvent être hyper agités, qui tiennent pas en place, qui peuvent être eux-mêmes assez agressifs. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir des enfants complètement prostrés, complètement inhibés, qui paraissent effrayés dans leurs relations
avec les autres, enfin, ils peuvent être plus calmes que des enfants qui sont libres, qui s'autorisent à dire ce qu'ils pensent, qui s'autorisent à exprimer ce qu'ils ressentent, qui s'autorisent à dire « aïe !» Les enfants sages, c'est quelque chose d'un petit peu ambigu, parce que on devrait plutôt vouloir des enfants joyeux que des enfants sages. Un enfant qui parle pas, qui est dans son coin, qui s'isole, par exemple, ça peut être un signe évocateur de violence. Et je trouve que c'est un signe important parce que souvent, justement, la société adore les enfants sages. Et quand la société voit un enfant silencieux, elle est très contente. Alors que, eh ben non, en fait, un enfant, il n'est pas fait pour être silencieux. Un enfant, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de jouer, de découvrir. Un enfant silencieux et isolé, c'est pas du tout bon signe. C'est un enfant qui peut être en souffrance. Les enfants, ils me racontent ce qu'ils vivent à la maison en termes de violence physique. Souvent, ils me disent qu'il ne faut pas que j'en parle, parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à leurs parents, ils ne veulent pas que leurs parents aient des ennuis. Mais il y a une relation de confiance qui s'instaure entre mes élèves et moi. Et on m'a dit, je ne veux pas qu'une étrangère parle de ça à mon enfant. Je dis, mais je suis loin d'être une étrangère pour votre enfant. Votre enfant me voit pratiquement autant que vous sur l'année. Je passe mes journées de 8h30 à 16h30 avec ses enfants. Je suis une personne de confiance, une personne ressource. Et tous les instituts, tous les profs peuvent être des personnes ressources de confiance pour les enfants. Donc on a pu me reprocher de me substituer aux parents. Moi, j'essaie de renverser le truc. C'est-à-dire que ce n'est pas les parents qui m'intéressent. Il ne s'agit pas des parents, en fait. Il s'agit des enfants et de leurs droits. Et les droits des enfants ne doivent pas pâtir des valeurs des parents. Toute aide qu'on peut apporter à un enfant qui vit des choses difficiles est bienvenue, quelle qu'elle soit en fait. Évidemment, les parents maltraitants, ils frappent rarement, ça arrive, mais ils frappent rarement à bras raccourcis leurs enfants en pleine rue. Donc c'est un peu, voilà, ils ne violent pas leurs enfants en pleine rue, hein. Bon, ils ne sont pas complètement fous. Donc c'est vrai que c'est un peu rare qu'on puisse être directement témoin. Par contre, on peut être témoin de propos humiliants, de propos culpabilisants, de situations où évidemment l'enfant n'est pas bien. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est soutenir l'enfant sans humilier le parent. Parce que comme vous n'êtes pas l'ASE, vous n'allez pas pouvoir enlever cet enfant immédiatement de son environnement toxique. Tout ce que vous pouvez faire, c'est au fond soutenir la part de lui qui sait que ce n'est pas normal. Les enfants sont extrêmement capables de parler, de s'exprimer, de se faire comprendre. C'est des adultes qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas entendre, qui ne posent pas de questions, qui ne sensibilisent pas. Attention quand même, il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur les enfants. C'est pas parce qu'on parle aux enfants qu'on se dit ça y est, c'est bon, il ne va jamais être victime. Même un enfant sensibilisé peut être victime, mais il aura moins de mal à parler puisqu'il saura plus facilement qu'il est victime. C'est un enfant qui va pouvoir se protéger et même protéger les autres. Alors c'est pas son rôle, mais malheureusement on vit dans une société où il faut que l'enfant sache repérer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Le 5 mars 2001, nous avons entendu Véronique, institutrice de la classe fréquentée par la mineure. Pour elle, Ève est une enfant manquant d'autonomie, qui recherche en permanence l'attention et l'affection dans son entourage. L'enfant n'a jamais fait allusion au problème avec le grand-père. Le 5 mars 2001, nous entendons Brigitte, rééducatrice, chargée du suivi d'Ève. Pour elle, l'enfant manque de concentration dans le travail, présente des difficultés du comportement et de dispersion dans les tâches. Jamais, au cours des entretiens réguliers, la mineure n'a fait allusion à un quelconque problème avec le grand-père. Et aucun des dessins faits à l'occasion des entrevues n'a révélé un problème sexuel. Madame Brigitte, ayant appris par la mère de l'enfant qu'il y avait un problème avec le grand-père, a rédigé une lettre d'attention à sa hiérarchie et nous en a remis une copie. Compte tenu de l'attitude et du comportement de cette mineure et des dépositions des deux personnes de l'enseignement, nous en avons informé M. Pavageau, qui nous a prescrit de requérir un pédopsychiatre afin de déterminer si l'enfant n'affabulait pas. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les parties intimes? Oui. C'est des choses qu'on ne va pas toucher sans la permission. Alors, super. Mais qu'est-ce que c'est? Les cheveux? Est-ce que quelqu'un voudrait dire?
Vas-y, toi. En bas du ventre. En bas du ventre. Le nombril? Non, ok, donc quoi? Oui? De quoi? C'est, je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est en haut ou en bas, mais c'est au milieu de la vessie. Au milieu de la vessie. Ok, mais alors, je pense que vous savez le dire, mais vous n'osez pas le dire. Je voudrais vous dire une chose. C'est ok de nommer les parties de son corps. C'est ni une bêtise, ni un gros mot, ni une blague. Là, ça c'est mes genoux, c'est ok. Donc, est-ce que quelqu'un peut nommer les parties intimes? C'est vraiment complètement ok de le dire. Vas-y. Les fesses. Yes, très bien. Alors, les fesses, je voudrais vous dire une chose, c'est pas du tout dégoûtant, les fesses. Tout le monde en a ou non? Ben, exactement, c'est pas du tout dégoûtant. Donc, il y en a ici qui est trop fort, qui a dit une des parties intimes, mais il en manque. Oui? Vas-y, je t'écoute. Ouais. Le kiki, très bien. Bah voilà. Alors, elle a dit le kiki, ok? Le kiki, c'est un nom, c'est une façon d'appeler le sexe, ok? Vous connaissez ce mot, le sexe? Le sexe, c'est le vrai nom du kiki. Le sexe, c'est le vrai nom du kiki. C'est le nom qu'utilisent les docteurs, par exemple, ok? Vas-y. La poitrine. Ah, très bien. Alors, là, tu as dit une nouvelle partie intime, la poitrine. La poitrine, les seins. Ok. Donc, on a 3 parties intimes. Les fesses, le sexe. On a dit plein de noms pour le sexe. La poitrine. Pour le sexe, est-ce que vous connaissez le vrai nom du sexe des garçons? Oui. Le nom qu'utilisent les docteurs, le vrai nom. Pas le nom qu'utilisent les petits-enfants, mais... Ouais. Les pénis. Très bien, mais t'es fort, hein? Alors, le pénis, c'est le nom du sexe des garçons, ok? Est-ce que quelqu'un ici est vraiment super fort et qui connaît le nom du sexe des filles? Le vrai nom. Alors là, je vous le dis, c'est vraiment un nom que pas beaucoup d'enfants connaissent. Attends. Attends, vas-y. Je suis pubis ou je sais plus comment le C'est vrai que c'est dans la région du pubis, mais le nom du sexe de la fille, de la femme, c'est quoi? Quelqu'un sait? Toi, tu sais? Ok. Non, alors ça fait partie du sexe du garçon, des hommes. Non. Testicule. Toi, tu sais? La zézette. Alors oui, mais ça c'est le nom, c'est un nom que les enfants utilisent, la zézette. Ok? Le vrai nom qu'on utilise, ce serait quoi? Ça commence par un V. Un V. Toi? Non, presque. Mais en fait, Oui. c'est ça. Non, vivipare, j'adore. C'est la vulve. Quelqu'un connaissait ou pas la vulve? Non. Toi, tu connaissais? Ah, dommage. Alors, la vulve, rappelez-vous-en bien de ce mot. C'est le vrai nom du sexe des filles, ok? Là, vous pourrez apprendre ce nom à tous vos copains parce que c'est un nom que pas beaucoup d'enfants connaissent. Donc, là, on a vu les fesses, le sexe, la poitrine. Il manque une partie intime. Vas-y. Les reins. Non. Toi, tu sais? Les jambes. Non. C'est une partie intime que les gens savent pas que c'est une partie intime, c'est la bouche. Ah oui, parce que quand tu vas embrasser quelqu'un. C'est intime, la bouche, c'est intime. Ok? Donc intime, ça veut dire que c'est privé. C'est à vous et à vous seul. Ok? C'est ça que ça veut dire, intime. C'est à vous et à vous seul. Donc vous avez vos parties intimes, on est d'accord? Oui. Vous avez le droit de faire exactement tout ce que vous voulez avec vos parties intimes. Vous avez le droit de les toucher, c'est normal. Oui. C'est pas dégoûtant de toucher ses parties intimes, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous vous lavez, etc. Vous lavez le corps, par exemple. Bah voilà. Vous avez le droit de les toucher autant que vous voulez. Mais c'est intime, donc peut-être pas devant tout le monde quand même, ok? Il y a une règle très, très, très importante. Personne n'a le droit de toucher vos parties intimes à vous, les enfants, ok? Ça, c'est la règle la plus importante dont il faut se rappeler aujourd'hui. Donc, personne n'a le droit, ni les copains, les enfants, ni les adultes, bah oui, et ni même
votre famille. Souvent les adultes ils disent oh, c'est moi le grand, je sais, c'est moi qui sais, c'est moi, je fais ce que je veux. Eh ben non, les adultes ils font pas ce qu'ils veulent. Il y a aussi des règles pour les adultes. Et ça c'est une règle pour tous les adultes. Les adultes n'ont pas le droit de toucher les parties intimes des enfants si ces enfants sont autonomes. C'est jamais de la faute d'un enfant, d'accord? Vous avez bien compris ça? Oui. Quand c'est bizarre, vous le sentez. Vous le sentez dans votre cœur quand c'est bizarre. Ça, il faut vous écouter, il faut vous faire confiance. Si vous le sentez dans votre cœur que ça vous gêne, vous avez le droit. Et vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas cette caresse et vous avez le droit d'en parler à quelqu'un. Il faut même en parler à quelqu'un. Mon père, en fait, m'a élevée dans ce climat incestuel-là et également avec sa mère, ma grand-mère paternelle. Et je considère que le climat incestuel, c'est l'inceste sans passage à l'acte. C'est un peu le truc pour les enfants, on pourrait dire sans les mains, quoi. Et concrètement, je considère que c'est le viol, mais psychologique, émotionnel et de l'espace vital de l'enfant / de l'adulte à partir du moment où c'est dans le cadre familial. C'était pas sain. C'était pas sain parce qu'il n'y avait aucun filtre aussi, on connaissait toute sa vie sexuelle, sa vie romantique. Elle nous racontait tout, elle nous emmenait partout. Elle faisait des soirées à la maison, sauf qu'elle ne gérait pas sa consommation d'alcool. Donc elle était morte au bout d'une demi-heure, couchée pendant que tous les autres sont là. Des dingueries. Et te retrouver à Califourchon, ta maman, sur un jeune que tu connais, qui a 10 ans de moins qu'elle. Je l'ouvre la porte, je trouve le gars de mon quartier. Peut-être que je considérais un peu comme un grand frère parce qu'on a grandi ensemble et qu'on s'est toujours croisés, on s'est toujours taquinés. Même lui me regarde, dans son regard, je sens qu'il y a un malaise. On se regarde et là, je referme la porte. Je me dis, mais non, en fait, non, pas ça. En fait, c'est... Ma mère a commencé à vouloir quitter mon père, mais pas vraiment quitter mon père. Et on a été un peu associés à ça, c'est-à-dire qu'on savait qu'elle le trompait. Donc on rentrait dans un truc assez vicieux où on devait la prendre en photo, dénudée, dans des positions suggestives. Moi, je le faisais parce que... Pour l'amour de ma mère, je sais même pas vraiment pourquoi en fait, pour une sorte de soumission, il fallait que je le fasse quoi, parce que ma mère me le demandait quoi. Dans les réunions de famille, il y avait aussi tout un climat, c'était pas sain à mon souvenir. Il y avait des danses qui étaient faites, les cousins avec les cousines, du côté de mon père, etc. Il y avait des choses qui n'étaient pas clean. Pour un anniversaire, mon père, je l'ai vu arriver sexe nu sur un plateau d'argent avec du persil autour. Voilà, ça faisait partie et ça faisait rigoler tout le monde dans la famille. En fait, il n'y a personne qui s'est insurgé de ce qui se passait. Et c'est allé jusqu'au fait où, quand j'ai eu 17 ans, mon père a eu une relation de plusieurs années avec la fille de sa cousine, qui avait mon âge, qui avait 17 ans. On était dans une maison sans aucune porte, sans aucune cloison, sans aucune intimité. Et en fait, on dormait sur des matelas au sol, et en fait, tous les uns à côté des autres. Et donc, il y avait mon lit contre le mur, ensuite celui de mon père, ensuite celui de ma mère, et ensuite mes deux petits frères à la fin. Mon père essayait tout le temps de me mettre en concurrence par rapport à ma mère, et moi, je ne comprenais pas trop le truc, je ne comprenais pas pourquoi il me disait... Par exemple, qui détestait faire l'amour avec ma mère, qui détestait l'embrasser, qu'il me préférait moi, que... Enfin, c'était que des petites phrases comme ça où il essayait de me construire en opposition par rapport à elle. La technique, elle était globale. C'était, moi j'ai des sentiments pour toi. En gros, c'est ça qu'il disait, qu'il était amoureux de moi, qu'il voulait m'épouser à mes 18 ans, qu'on allait partir. Ça n'a pas souvent été violent dans ce qu'on peut s'imaginer dans l'imaginaire. Je sais qu'il y a un énorme imaginaire par rapport au film, au fait qu'on pense à des moments de violence. De ce que je me souviens, évidemment, il y en a eu, mais la plupart du temps, c'était pas ça. C'était vraiment un rapport sexuel normal, entre guillemets, puisque c'était avec un enfant, mais voilà. Encore une fois, il y avait plein de réflexions que je me faisais en étant enfant, en me disant, mais en fait, c'est ça, peut-être que c'est fait pour être partagé, peut-être que en fait, peut-être que voilà, c'est ça l'amour et qu'en fait j'y connais rien et que voilà. Mon père était grand consommateur de porno, c'était quelqu'un de très infidèle, enfin quelqu'un qui avait quand même un rapport au corps et à la sexualité particulier.
Mais si tu veux, à l'époque, ça passe. Ça passe pour des raisons du style, c'est un homme, il a une libido élevée, il faut satisfaire ses besoins. Moi, quand je perçois ça enfant, au détour de conversation, je me dis du coup, inconsciemment, que ce qu'il me fait subir, c'est aussi légitime. Comme c'est un homme, il ne peut pas se retenir et que c'est presque un besoin vital. Enfin là quand moi, en tout cas, je le perçois, c'est « ah oui, ok ». J'avais pas compris l'urgence et l'importance du sujet, donc quelque part c'est ma faute encore, et que si jamais j'exprime que je m'oppose à ça, finalement je mets presque en danger mon père, ou je m'oppose à sa condition d'homme, à sa liberté d'exécuter des choses qui lui permettent d'assouvir des besoins vitaux. Et après ces excès de colère, il se mettait dans des positions un peu fétales, où en fait comme si il n'arrivait pas à contrôler ce qu'il y avait en lui, en fait. C'était trop de rage, Du coup, il se mettait à hurler intérieurement, crier, pleurer. Et je me disais, waouh, mais le pauvre, c'est horrible, parce que du coup, il s'est mis dans cette situation à cause de moi. Donc, il y avait de la honte de subir ça, parce que je me sentais responsable, donc de la culpabilité, et une forme d'empathie aussi pour ce qu'il ressentait. C'est assez compliqué à dire, mais mon père, c'était ma première figure masculine, donc ça a toujours été mon héros, quoi. Tout ce qu'il faisait de mal, j'essayais de l'intérioriser. Et un enfant, c'est très vite manipulable. Donc, ce qui fait qu'en fait, il justifiait tout à chaque fois. Les agresseurs, la plupart du temps, vont d'abord en amont créer un système d'emprise sur l'enfant. Et généralement, les proches de l'enfant. Il va y avoir vraiment un jeu de séduction avec des agresseurs qui vont être finalement, on va leur faire confiance, mais les yeux fermés. Des gens super, qui vont être serviables, ils adorent les enfants les adorent. Comme ça, un jeu de séduction très très fort qui va vraiment emprisonner l'enfant et l'entourage de manière vraiment à pouvoir ensuite passer à l'acte tranquillement. C'est lui qui jouait tout le temps avec nous, qui nous apprenait tout. Il était vraiment une hyper présence pour notre éducation, etc. Et en fait, ça se voyait à l'école, par exemple, c'est lui qui venait nous chercher. Enfin, tout le monde se disait que c'était un super père. Il était très, très charmant, en fait. C'est quelque chose qui revient, le charisme, la capacité à endormir, en fait, tu vois, l'écran de fumée. Et toujours se mettre en valeur, justement, faire penser que c'est une personne de confiance. Et c'est ça qui dupe tout le monde. Des fois, je me dis, mais au secours, il passait pour le chic type. Le nombre des fois où je me suis dit, est-ce que vraiment tout ça est arrivé? C'est chaud, parce que tous ces mécanismes sont là et que mon père en jouait énormément de ça aussi. Hein. Comme tout agresseur, comme toute personne violente, il a toujours un bon côté. Il allait nourrir les chats quand les voisins n'étaient pas là, il allait filer un coup de main, ouvrir la fenêtre, la fermer, j'en sais rien, tout ce qu'on veut. Et donc, c'était quelqu'un de serviable. Et donc, ça veut dire que l'environnement autour, finalement, les violences, en fait, quelles que soient les violences, même les plus atroces, elles sont permises, en fait, il n'y a pas de problème. Ça a toujours été un climat assez violent. Et à l'extérieur, il fallait être la famille modèle. Donc, très propre sur soi, petite fille parfaite, qui ne fait pas un bruit, etc. Qui est vraiment le petit modèle, la petite poupée, quoi. Il y avait une belle maison, il y avait des beaux enfants, des beaux habits. Quitte à pas avoir de chauffage, etc., le superficiel l'emportait toujours. Si la chaudière tombait en panne l'hiver, on n'avait pas d'eau chaude, ni de chauffage. Donc moi, j'allais chez les copains, prétextant de dormir chez eux pour avoir un peu de chauffage. Et c'était très confusant parce qu'on avait une très très grande maison. On avait même 2 maisons, on avait des voitures. Et en fait, d'extérieur, on ne pouvait pas croire que en fait, c'était un contexte comme ça très, très difficile.
Dans l'enquête effectuée, il semblerait qu'Ève ait rapporté des faits inexacts à sa mère. Le seul fait permettant d'avoir malgré tout un doute relève du fait que l'enfant, lorsqu'elle nous a expliqué ce que faisait son grand-père, a joint le geste à la parole lorsqu'elle nous a dit que papy secoue sa zézette, puis qu'elle a imité le geste de la masturbation. La plaignante est venue à l'unité et a demandé la suite à sa plainte. Elle a été informée du résultat de l'expertise, mais ne veut pas s'y résigner, arguant que sa fille a été conditionnée par son père afin qu'elle revienne sur ses dires. Dans l'état actuel, il semble que l'enfant soit utilisé par la mère et le père dans le cadre de la haine qu'ils se vouent depuis leur séparation. Je suis la maman d'une petite fille nommée Louise, que je tente de protéger. J'avais rencontré un homme de 12 ans de plus que moi. Et c'est justement la naissance de notre bébé qui m'a fait avoir, cette fois-ci, la force, une bonne fois pour toutes, de le quitter définitivement et de ne pas revenir sur ma décision quelques jours après l'avoir quitté. À partir du moment où on s'est séparé avec le papa, il y avait plusieurs petits incidents avec les enfants qui me posaient des soucis, mais comme c'était le père de mes enfants, j'essayais, je relativisais sur ce qui s'était passé. Et ça a commencé à dégénérer quand j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Là, il a commencé à me faire du chantage. Il exigeait que je le quitte, ou sinon il me prendrait notre fille. C'est là qu'il a commencé donc, à manifester pour la première fois un intérêt pour notre enfant. Elle est allée chez lui quelques week-ends, un week-end sur 2. Au bout du 8e week-end chez lui, elle rentre, elle pleure 6 heures consécutives. Dans mes bras, elle était inconsolable. J'avais du mal à interpréter parce qu'elle était toute petite. Elle a commencé la première fois, elle avait 14 mois. Je suis convoquée par la directrice de l'école qui m'informe que le comportement de Manolo est anormal. Il est très violent avec ses camarades. On a des problèmes concrètement au niveau de la propreté, c'est une catastrophe. C'est déjà arrivé qu'il s'énerve et qu'il lance ses excréments au visage de la maîtresse. Il faisait des cauchemars, mais vraiment des cauchemars où il hurlait. Et dernier point qui m'avait un petit peu étonnée, c'est qu'il ne supportait plus qu'on le déshabille. À la crèche aussi, il constatait que quand elle rentrait, ça allait pas du tout de chez son père. Elle mettait un temps à s'en remettre. Et elle m'explique que depuis le retour du week-end de chez son père, depuis lundi, à chaque change pour les selles, donc les changes allongés, elle se mettait à trembler de tout son corps, à être pétrifiée. Elle attrapait, elle s'agrippait à la main de l'assistante maternelle, au bras, et elle suppliait qu'on la change pas. Et là, elle me dit qu'elle a peur de papa. Elle me décrit une pénétration avec son doigt au niveau anal. Et moi, je suis en état de choc. Je sais qu'il l'embrasse sur la bouche, il l'a déjà il le faisait aussi dernièrement, elle le rapportait, elle essayait de m'embrasser sur la bouche. Mais là, j'ai les flashbacks de quand il lui insérait la langue dans la bouche quand elle était nourrisson. Et je lui demandais d'arrêter, je lui expliquais que c'était de l'inceste et que ça avait des répercussions graves, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il le fasse intentionnellement sur son propre enfant, en fait. Moi, je voyais comme un gamin immature qui joue et qui ne comprend pas. J'arrivais pas à voir à conceptualiser que c'était du mal volontaire. Quand je lui fais part de ce qui se passe, de ce qu'explique la crèche, il n'est pas inquiet, il me dit que c'est mon nouveau compagnon qui a fait ça, c'est évident. Je vais voir une psychologue à qui je fais écouter les dires de ma fille. Et cette psychologue me dit d'appeler le 119 sans plus tarder.
ce que je fais. Et le matin, en fait, j'étais en cuillère et en fait, mon fils, je sens un petit doigt se glisser entre mes fesses. Donc là, je me retourne, je demande à Manolo qu'est-ce qu'il fait. Et là, il me dit, maman, papé, donc qui est le grand-père paternel, c'est comme ça qu'il l'appelle, met des doigts dans les fesses de papa et papa met des doigts dans les fesses de Manolo. Mon réflexe a été d'appeler la psychologue en disant, mais voilà ce que Manolo m'a dit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pensez que Manolo peut inventer ce genre de choses? Et là, elle me dit, mais madame, ce n'est pas possible qu'un enfant d'un si jeune âge peut inventer ça, d'autant plus qu'il a quand même les comportements qui peuvent s'y être apparentés. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Et elle me dit, mais portez plainte en fait. Parce que même si on ne sait pas ce qui s'est passé, vous aurez au moins une enquête et vous aurez peut-être des réponses à tout ça. Et derrière, on se retrouve dans une évaluation de la PMI, la protection maternelle et infantile. Et moi, je leur explique que je ne peux pas affirmer que c'est le père de ma fille, je n'en sais rien, qu'il faudrait une enquête, je veux déposer plainte contre X. Et elles me disent, mais en fait, si vous déposez plainte contre X, c'est que vous n'êtes pas en mesure de protéger votre fille. Et donc, si vous n'êtes pas en mesure de la protéger, nous, on saisira le juge pour qu'il le fasse à votre place. Et donc, dès le lendemain matin, je vais au commissariat et je ne dépose pas plainte contre X, mais je nomme le père. Et c'est là que tout va s'inverser contre moi, parce qu'on dira ensuite que je veux nuire au père de ma fille. Il a expliqué donc déjà que c'était lui qui était à l'initiative de la séparation, ce qui change quand même la donne, parce que du coup, je suis décrite comme la personne désespérée qui veut le reconquérir, que je suis triste et du coup que c'est pour ça que mes enfants en pâtissent, que ma fille n'a pas fait ses nuits pendant longtemps parce que j'avais fait une dépression postpartum. Donc je me retrouve en tout cas avec l'information préoccupante et l'enquêtrice sociale à devoir me justifier alors qu'il y avait quand même des grosses accusations sur monsieur. Et 2 jours après, je suis appelée par la police qui cherche à me localiser. Je suis recherchée pour disparition inquiétante de mineurs. Et le mobile de la recherche, c'est la démence. Et eux-mêmes sont surpris, ils me disent excusez-nous, nous, on vous a demandé de venir sur le champ parce qu'on nous a dépeint un portrait de vous. On vous a dit que vous risquiez de tuer l'enfant, que voilà, vous étiez complètement folle, instable. Service de pédopsychiatrie. Docteur Ouzel. Rapport concernant l'enfant Ève Simonet. Sur réquisition de la gendarmerie de Douve-la-Délivrande, j'ai examiné le 4 avril dernier la petite Ève Simonet, âgée de 6 ans et demi. J'ai d'abord vu Ève seule pendant une demi-heure. Enfin, j'ai revu Ève en présence de son père pendant une vingtaine de minutes. Ève est une très jolie petite fille qui établit d'emblée un contact familier, sans aucune réserve ni inhibition. Elle m'a beaucoup parlé d'un air très enjoué et séducteur. Elle est manifestement très intelligente, a un excellent langage. Elle m'a expliqué qu'elle était en CP, qu'elle avait une petite sœur qui a 3 mois et qu'elle était ravie d'avoir cette sœur, qu'elle s'en occupe beaucoup. Elle a dessiné une maison avec un soleil et des fleurs. Elle ne m'a à aucun moment parlé d'attouchement sexuel ni de scène de masturbation. Je ne lui ai, à dessein, pas posé de questions. Elle m'a posé des questions sur ma famille et m'a dit qu'elle était très curieuse et bavarde, une pipelette. Il est très difficile de savoir le vrai du faux. Elle dit tout cela en théâtralisant beaucoup. Et il demande à ce que je sois expertisée par le docteur Paul Bensoussan. Et c'est plus tard que je découvre que le docteur Paul Bensoussan est très connu en France pour quasiment systématiquement accuser les mères d'aliénation parentale, donc le théorème qui dirait que quand un enfant révèle des violences, il est présupposé que c'est sans doute la mère qui manipule l'enfant afin de nuire au père. Il ne faut pas tenir compte des dénonciations de l'enfant. Quand il s'agit par exemple de mère qui veut protéger son enfant, on préfère croire une mère folle et aliénée qui raconte n'importe quoi avec un enfant menteur plutôt qu'un père violeur et un enfant agressé. Et donc je connais des enfants qui vivent aujourd'hui chez leur agresseur parce que le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants a dit
que l'enfant mentait et que la mère était hystérique. Mais en parallèle, vous avez la justice pénale aussi, qui pendant ce temps-là a fait son travail et qui a condamné le père pour violence sexuelle. Et malgré ça, le père a encore la garde des enfants. Donc c'est la première fois qu'on passe devant le juge des enfants. J'ai pas le droit de m'exprimer. Ça va très vite, en 40 minutes, la juge demande le placement de ma fille en famille d'accueil. Et c'est 3 inconnus qui sont allés la prendre de la crèche. Et ensuite, j'ai pas eu de signe de vie d'elle pendant une éternité. J'ai eu le droit à des visites sous surveillance, comme si j'étais dangereuse en fait. J'ai eu le droit à 1 heure toutes les 2 semaines. Comme son père, on était sur un pied d'égalité. En fait, elles ont cru en sa version qui est que je voudrais l'unir, que je serais jalouse, que j'aurais inventé, avec la complicité de la crèche, cette situation-là pour lui faire du mal. Comme beaucoup d'enfants placés, mes droits n'ont pas été respectés quand j'ai été placée à l'ASE. Malheureusement, j'y suis en plus restée pendant 18 ans et j'ai été amenée à y subir énormément de violences. Et ça va être les violences physiques, les humiliations, les violences sexuelles, notamment en foyer, des institutions qui sont des institutions opaques où souvent les enfants sont entassés les uns avec les autres, avec des tranches d'âge extrêmement disparates, où peuvent cohabiter ensemble des enfants de 3 ans et des jeunes de 18 ans. Donc avec évidemment un rapport de domination qui s'instaure aussi au quotidien entre les filles et les garçons, entre les plus âgés et les plus jeunes. Les professionnels mettent un peu leur lorgnère et essayent de pallier à ces situations-là, mais avec des solutions de facilité qui consistent à évacuer le problème. Donc c'était pas du tout pris en compte. Moi je vivais par exemple dans un foyer où tout le monde savait pertinemment qu'il y avait de la violence sexuelle entre enfants, que certaines de mes camarades filles parfois même se prostituaient, donc faisaient des fellations en échange de cigarettes ou autre, ou même certaines étaient violées. Et ça ne posait pas vraiment de problème, c'est-à-dire que ça se savait, mais ça ne débouchait pas derrière sur une action. Et quand bien même ça débouchait sur une action, très souvent dans la majorité des cas, que ce soit au commissariat ou devant le juge des enfants, ce qui nous était plutôt un peu insinué, c'est « Ah ben oui, mais c'est une gamine du foyer ». Donc comme de toute façon, pour eux, nous sommes des enfants à problème, nous sommes des enfants de cas social, les violences que l'on va subir dans notre placement, finalement, en quelque sorte, sont normales. Évidemment, cette violence, on la retrouve aussi dans les familles d'accueil. Moi, quand j'ai quitté ma première famille d'accueil parce qu'elle déménageait dans le sud, j'ai été tout de suite dans une autre famille d'accueil. Et là, ça a été pour moi une descente aux enfers parce que cette même famille d'accueil, je me souviens toujours du premier jour où ces enfants m'attendaient en haut de l'escalier avec un pistolet à billes et un seau dans lequel ils avaient pissé, où j'avais été contraint de mettre mes pieds dedans, enfin une espèce de jeu un peu sadique. Et la pièce qui me servait de chambre ne comportait qu'un matelas de polystyrène à même le sol. Et j'y suis resté pendant 2 ans. Normalement, c'est un âge où tu dois aller à la maternelle. Moi, je n'avais pas d'espace de socialisation avec d'autres enfants. Je n'avais pas le droit de sortir de ma chambre qui était fermée à clé. Donc ça, c'est des choses qui se produisent malheureusement encore dans le système de protection de l'enfance. Je qualifierais ce système d'un système maltraitant, violent, à bout de souffle, inadapté aux réalités du XXIe siècle. On le voit de génération en génération. Moi, quand je parle avec des personnes qui ont connu l'assistance publique, qui ont 80 balais aujourd'hui, elles racontent des histoires équivalentes à celles qu'on est capable encore de raconter en 2024. Ensuite, elle a été placée chez moi, mais elle était forcée à aller chez son père un week-end sur 2. Elle rentrait avec les parties génitales irritées. Elle se tordait de douleur, c'est constaté par médecin. Elle raconte qu'il lui met les doigts à cet endroit-là, qu'il la frotte. Elle ne fait pas que raconter par la parole, en fait, parce que quand elle rentre, elle s'effondre. Elle se met aussi à avoir des comportements inadaptés, à se masturber compulsivement, à se toucher le corps, à demander à ce que moi je la touche. Et ce jeudi-là, elle s'effondre au moment où je lui dis qu'elle doit y retourner. On est sur le point de partir à l'école, dans l'entrée chez nous, elle se fait pipi dessus et elle hurle « Papa, me force pas ». Et là, moi, je me retrouvais à moi-même être violente envers ma fille,
à devoir lui dire, si je te force, je sais ce que tu subis, je te crois, mais je vais t'envoyer là-bas. Donc c'était la fois de trop, et là j'ai dit non, je sais que j'encours la prison en faisant ça, parce que du coup je ne respecte pas le jugement, j'encours 1 an de prison. Mais je dois choisir entre prendre des risques moi, ou avoir la certitude qu'elle subit des violences extrêmement douloureuses. Donc je ne l'ai pas remise à son père. J'ai été menacée de placement. Il y a des mères, oui, qui ont fui la France. En fait, des fois, on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Soit on le remet à un agresseur, et on le laisse être violé, maltraité. Parce qu'il n'y a pas que les violences sexuelles, ça c'est aussi un système qui marche pour les maltraitances physiques ou psychologiques, qui sont destructrices pour un enfant. Et en fait, il n'y a pas de solution. Nous, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « qu'est-ce que je peux faire ?» mais on n'a rien à leur proposer. On a eu le délibéré qui disait que l'enfant s'épanouissait bien auprès de sa mère, qu'il se développait bien, que j'avais toutes les capacités parentales, mais que comme je ne remettais pas ma fille à son père, je serais selon eux dans la toute-puissance et qu'il fallait m'arrêter. Transfert de garde au père. Et le jour même, il a la garde exclusive et c'est lui qui vient la chercher à l'école alors qu'il ne l'a pas vue. Elle ne l'a pas vue depuis 1 an. Clôture. Petite fille intelligente et curieuse, en pleine évolution oedipienne, qui vient d'avoir une petite sœur, ce qui a sûrement réactivé chez elle une curiosité pour la sexualité des adultes. Enfin et surtout, il faut souligner qu'il s'agit d'une enfant de parents séparés depuis sa petite enfance et qui continue à entretenir des relations conflictuelles centrées sur le droit de visite et d'hébergement du père, la pension alimentaire, c'est-à-dire des mesures concernant directement Ève et la position de chacun de ses parents vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de l'autre. Ces dernières circonstances sont connues comme pouvant favoriser de fausses allégations d'abus sexuels de la part de l'enfant. À Caen, le 13 avril 2001, professeur Didier Houzel. Aujourd'hui, la justice, c'est une question de chance. Et ça ne devrait pas l'être. Il y a seulement 8% des enfants qui dénoncent des violences sexuelles, aujourd'hui, qui sont protégés par la justice. Et 73% des plaintes sont classées sans suite. Donc on voit bien que, de toute manière, la justice ne fonctionne pas. Mais derrière, c'est très grave parce que les enfants, eux, quand ils dénoncent, ils croient en l'adulte. Et quand c'est un parent qui le violente, si la justice derrière ne le croit pas et ne le protège pas, l'enfant, c'est fini. Il n'a plus confiance au monde des adultes. Ça dépend aussi de l'idéologie de la personne, hein, parce qu'un juge, c'est un être humain, un policier, c'est un être humain. Et si dans sa tête, l'enfant est un menteur systématique, voilà, il ne va pas aller chercher plus loin. Quand j'ai porté plainte, j'ai décrit des choses qui ont été requalifiées dans ma plainte et ma plainte a été qualifiée en agression sexuelle alors que je pense qu'elle aurait dû être qualifiée en viol. Et la gendarme qui a pris ma plainte m'a dit « Non, je ne vais pas écrire ça ». Très tranquillement, elle a choisi ce que je devais dire. Elle m'a dit, bon, vous n'êtes pas trop sûr. Je dis, ben si, je suis sûre en fait, de ce que je vous dis. Oui, mais c'est pas dans un contexte quand même. On n'est pas sûr que ça soit fait exprès. Voilà. Je lui ai mordu le pénis un jour. Ce qui veut dire qu'il était dans ma bouche à un moment donné. Oui, mais vous n'êtes pas sûre. Ah bon, d'accord. Alors je suis pas sûre. La phrase de ma mère, en tout cas, quand je suis passée en procès 8 ans après et que je n'oublierai pas, c'était « Comment vouliez-vous croire une enfant de 6 ans ?» Et en fait, cette phrase n'a pas de sens. Elle a toujours résonné en moi comme mais c'est justement un enfant de 6 ans qu'il faut croire, en fait. Je suis allée à ce procès qui a été assez traumatisant parce que la justice... Et pourquoi vous n'avez pas parlé? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et puis très agressif. Puis moi, j'étais en pleurs. Et en pleurs, on me disait « On ne comprend rien à ce que vous dites. » Ce moment, en fait, où tu te sens agressé par le juge et que ta parole est encore remise en cause. On te demande si tu es bien sûr. Comme si tu pouvais faker un truc comme ça. Tu es bien sûr? Tu l'as pas rêvé, genre? Non. En fait, quand ça te marque toute ta vie comme ça. Et même le juge disait, c'est des attouchements, mademoiselle. Et en fait, non, c'est un viol. Moi, je le prends comme un viol. Ça a été un viol. Voilà, on doit être une enfant de 6 ans. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Derrière, la justice n'a rien fait.
En tout cas, mon père a eu gain de cause avec des excuses bidons du style « Oui, là je me suis fâchée, c'est vrai que la correction a peut-être été un petit peu rude, mais elle l'avait mérité. » Et ça passe, ça passe. En justice, tu dis, en tant que parent, tu dis « Non mais j'ai battu ma fille, mais elle avait quand même perdu son manteau. » Le fait d'avoir eu un procès, ça a été, encore une fois, vital. Je pense que ça devrait être offert à... Enfin, pas offert, parce que c'est pas un cadeau, mais ça devrait être fait. Enfin, c'est important d'avoir finalement la justice française qui dit « mais je reconnais ce traumatisme, je reconnais ce qui t'est arrivé, et il est coupable, et il va payer. » Et ça, par exemple, pendant cette année d'attente, j'avais pris énormément de poids, je faisais que manger, j'ai compensé beaucoup de choses par la nourriture. Et dès que le procès a été fait et que j'ai été reconnue victime, j'ai perdu plus d'une vingtaine de kilos. Donc, enfin, je sais pas, ça peut paraître anecdotique, mais en vrai, ça faisait vraiment partie du fait que, ok, je suis reconnue, je peux commencer à me reconstruire en ayant été validée, quoi. Conformément aux instructions de M. Pavageau, substitut du procureur de la République de Caen, nous clôturons la présente procédure en l'état et la lui transmettons directement, en double exemplaire, tel que le détail en figure au bordereau d'envoi, le 5 juin 2001. C'est souvent compliqué de se penser comme victime et si personne ne nous explique que ça peut avoir ce type de conséquences sur notre cerveau en fait, et sur notre inconscient, alors on se retrouve très démuni et embarrassé en fait. C'est que quel que soit le niveau de violence de ce que tu as traversé, c'est toujours un peu de ta faute, c'est toujours un peu bon bah oui c'était comme ça, enfin il y a quelque chose en toi qui résiste à se dire je suis une victime. Pour moi c'était un peu un non-événement ce qui m'était arrivé et donc ça m'a pris 20 ans, plus de 20 ans, à me dire « Ah, mais en fait, c'était quand même pas ouf !» Donc, c'est la première fois que moi, je vois un psy à ce moment-là. Et donc, on discute. Et puis, on arrive à quelques séances où elle me dit « En fait, il va falloir accepter que la relation que vous avez avec votre mère est complètement toxique. Et donc, soit vous apprenez à la gérer, soit vous apprenez à couper. » Et à l'époque, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable de couper parce que j'ai déjà plus de relation avec mon père. Et donc, pour moi, je ne peux pas aussi couper avec ma mère, aussi toxique qu'elle soit, quoi. Et donc, je me dis, si je coupe avec ma mère, je coupe aussi avec mon frère et mon beau-père. Donc, en fait, j'ai plus personne. Moi, d'un coup, là, Et on met le point sur le fait de devenir orpheline, en fait, symboliquement. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir des thérapeutes qui étaient vraiment formés sur les relations dysfonctionnelles et qui avaient cette lucidité de ne pas conseiller de maintenir un lien coûte que coûte. D'avoir cette neutralité-là, de dire... Et parfois, même si c'est la famille, ça vaut pas le coup, quoi. Pendant longtemps, je m'étais dit, il faut que je pardonne pour penser à autre chose. Et je pense qu'il y a des phases avant ça. Puis là, en ce moment, dans ma thérapie, je suis plus dans la phase où je suis en colère contre eux. Pardon, ça suffira, je pense. Ils ont fait trop de dommages. Je veux dire, je suis docteur en sciences de la vie et de la santé. Ça implique que pendant 8 ans de ma vie, j'ai bossé à 100% pour manipuler dans un laboratoire des petites choses. Je peux même plus, parce que je tremble. Je m'exprime par le dessin et la peinture. Je peux même plus faire ça, parce que je tremble. C'est à cause d'eux. C'est tellement injuste, parce que j'ai vécu toute ma vie dans ce sous-sol avec des parents qui s'occupaient pas de leurs enfants. Ça m'a rattrapée. Ça m'a rattrapée maintenant, je tremble. Je sais pas si je vais trembler toute ma vie. Je peux même pas travailler dans mon domaine. Je peux même plus peindre. Je peux même plus dessiner. Je me réjouissais d'avoir un enfant pour dessiner avec elle. Je peux même pas le voir. On en est où aujourd'hui? On en est quand même que moi j'avais eu la chance de participer donc, à la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, quoi qu'on en dise, parce que même si on sait comment ça s'est passé après, c'est-à-dire avec l'éviction du juge Édouard Durand, etc.,
Je pense qu'il n'y a jamais eu un travail fait de cette manière-là, où il y a quand même 33 000 personnes qui ont quand même témoigné directement. On s'est appuyé quand même sur ces témoignages-là pour faire ce rapport. Il y a des préconisations qui ont été faites, et après, il n'y a plus rien. Donc on en est où aujourd'hui? On en est encore au degré zéro de la volonté politique. Parce que la Ciivise, les gens ne veulent pas l'entendre, a dit quoi? En fait, tous les enfants parlent, ou on parle quand on est devenu adulte, peu importe. Mais le sujet, c'est que la société n'est pas capable de protéger. Dans 92% des cas, on dit à un enfant « je te crois, je ne te protège pas », voire « t'es un menteur, une menteuse ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de nous bassiner avec la parole libérée. La parole, ça fait longtemps qu'elle se libère, en vérité. Par contre, on n'arrive pas à impulser une culture de la protection. Est-ce qu'on peut se dire dans ce pays, quand même, au bout d'un moment, qu'il y a plus de 10% de la population française victime, et en même temps, on fait l'économie en fait, d'une réparation collective? Le rapport de la Ciivise, en réalité, on aurait même pu l'appeler, tout le monde savait. La Suède a vraiment été là-dessus, un pays complètement unique au monde, dans le projet politique. Il y a eu un vrai projet politique. Et le projet, il était simple, en fait, à l'époque, hein, c'était d'horizontaliser la société. Il y a vraiment eu cette idée que c'est les enfants qui vont nous permettre de changer ça. Parce qu'en changeant l'éducation des enfants, en rentrant dans le dialogue et non plus dans la coercition, ce qu'on appelait à l'époque la pédagogie du dialogue en Suède, les Suédois sont les seuls à l'avoir mis en place dans tout le système de la petite enfance. Et ces enfants-là vont le ramener chez eux, parce que du coup il y aura une confiance aussi entre les parents et la société, puisque la société sera aussi douce envers les parents. Et du coup, eh ben, ils vont grandir, et puis la société changera, quoi. En plus, on ne peut pas faire de la protection de l'enfance tant qu'on n'a pas un respect culturel de l'enfant. Il faut déjà que l'enfant et l'enfance aient un statut social fort, en l'occurrence un sujet de droit. C'est la base de tout. Si on n'a pas cet imaginaire collectif qui est centré sur l'enfant, on ne les verra pas, les enfants. On parlera au-dessus de leur tête, on les interrogera même pas eux. D'ailleurs, on les interroge généralement pas, quoi. On les voit pas dans les questions d'enfance, quoi. On n'a pas les contours d'une enfance respectée. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle d'une enfance respectée. L'enfant a le droit d'exister. L'enfant a le droit d'être un enfant. Faut pas nous confondre à des difficultés d'équilibre. Faut être là, faut qu'il y ait un endroit sécurisant. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça, puis on me dira, ben, t'as un doctorat, t'as un brevet, t'as déménagé en France, wow. Mais intérieurement, je veux dire, il y a des journées où j'ai juste envie de mourir, quoi, encore, à ce jour. Puis bon, c'est un peu politique, mais je trouve que c'est le capitalisme qui s'invite dans l'éducation. On veut faire des enfants des choses éduquées, carrées, propres. Puis c'est pas la place pour ça. Je pense que le monde est partagé en gros en deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent bien se souvenir de leur enfance et ceux qui ne veulent pas. Et ceux qui veulent bien et qui veulent bien accueillir cet enfant dans ce qu'ils sont, c'est eux qui font avancer le monde. C'est eux qui évitent qu'on répète à l'infini ces catastrophes. Réinventer l'enfance, Eléa, deuxième, la lettre. À la petite fille que j'ai été, j'aimerais t'écrire avec légèreté et insouciance, mais pourtant ce sont des mots graves qui sortiront de ma bouche et de mon cœur. Il existe des blessures et des failles dont nous ne guérirons jamais. Mais je te promets qu'un jour, notre vie vaudra la peine d'être vécue. Parfois tu te sentiras seule, malgré les gens qui t'entourent. Mais je veux que tu saches qu'un jour tu seras aimé, sans condition. L'amour que tu recevras comblera cette blessure, qui se réouvre à la tombée du jour et qui t'engloutit parfois dans la nuit noire. C'est quelque chose d'invisible, et pourtant, si présent, ça prend toute la place de ton corps. C'est quelque chose qui hurle au plus profond de toi, et un jour tu transformeras cette haine viscérale pour dire « plus jamais ça ». Grâce à nos sœurs de sang, à nos sœurs de lutte, même douleur, même larmes, nous ne serons plus jamais seuls. Grâce à mes filles, Aimée et Prunelle, j'apprends chaque jour que le soleil brille pour ceux qui veulent bien le voir. Soyez fiers, soyez libres, vous êtes aimés, sans condition. T'errais dans cette pièce, ouh, t'errais dans cette pièce, où je me cache. Avec les doigts? Oui. Je suis prise
prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre sous ce regard. Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours ça me gâche. Papa, fallait pas, venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil, je le vois, sous cet œil, je sais que le loup n'est plus dans la forêt. On va lire ensemble. Maintenant que tu as entendu, tu sais qu'il est possible de changer, que la violence, la domination, tout ça n'est pas une fatalité. Nous avons appris à dominer, à briser, à contrôler, mais nous pouvons désapprendre. Imagine un instant, une génération qui grandit sans la peur de l'autorité abusive. Une génération qui apprend dès le plus jeune âge à vivre en paix, à aimer sans dominer, respecter chaque personne, quel que soit son genre, sa couleur de peau, son identité. C'est ça, le monde que nous pouvons créer. Un monde où la non-violence est la règle, où l'écoute est la première réponse, où les institutions protègent au lieu d'ignorer. Les institutions ont un rôle à jouer, c'est vrai, mais elles ne bougeront que si nous les poussons, que si nous imposons la révolution. Et elle commence ici, avec toi. Toi qui choisis d'écouter plutôt que d'imposer, d'éduquer sans punir, de respecter sans dominer. C'est ainsi que nous réinventons l'enfance et c'est ici que nous réinventerons le monde. Coupé. Non, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Non, tu ne peux plus sous-estimer ces voix qui s'élèvent l'une après l'autre à tour de bras. Tu vois pas? C'est normal, il y a trop de lumière, mon amour, on voit rien. Avant c'était secret, honteux, silencieux, malheureux, bref, bien cafouilleux. Oh, oh, oh. Le cerisier, c'est impossible d'ignorer, ça se crie, ça vient, ça se sait. Yeah, yeah. Alors je compte sur toi pour que 2023 je m'appelle. Oh, oh, je te crois. Oh, oh, je te crois. Oh, oh, je te crois. Oh, oh. Avant c'était secret, honteux, silencieux, malheureux, bref, bien cafouilleux. Oh, oh, oh. Maintenant c'est dit, impossible d'ignorer, ça se crie, se hurle, ça se sait. Yeah, yeah. Alors je compte sur toi pour que 2023 rime